Bien, j'ai le très grand plaisir de présenter Judith Gerwein, grande spécialiste de l'étude de l'état cognitif initial. Judith a étudié en Hongrie et puis elle a obtenu son doctorat à Trieste, dans le grand centre d'études avancées de Trieste, en travaillant avec Jacques Meller, dont j'ai beaucoup parlé la semaine passée. Et ensuite, elle est entrée au CNRS et maintenant, elle est professore ordinario de psychologie développementale à l'université de Padoue. Donc, bienvenue. Merci. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier le professeur Izzi et les organisateurs pour l'invitation. C'est un honneur et un vrai plaisir d'être là avec vous pour pouvoir présenter mes travaux. Je ne sais pas quelle est votre façon de fonctionner, mais je vous encourage de faire des questions, au moins de clarification, si jamais je dis quelque chose qui ne soit pas complètement clair. Je pense que c'est plus facile comme ça, je préfère ça que de vous perdre et puis après, au bout de 5 minutes, il n'y a plus personne qui comprend. Surtout parce que je vais parler de techniques d'imagerie cérébrale, etc. Donc, au niveau des méthodologies, je vais peut-être parler des choses qui n'ont pas encore été abordées. Donc, du coup, vraiment, n'hésitez surtout pas à poser des questions. D'accord ? Et donc, effectivement, je vais parler du problème de l'acquisition du langage, en particulier de la période très précoce, donc des nouveau-nés et des bébés de quelques mois. Donc, quel est le problème fondamental, disons le problème logique? Évidemment, celui de Chomsky, et donc ça, vous avez déjà abordé à plusieurs reprises, et effectivement, le cours de Luigi a déjà pu présenter le cadre théorique. Mais disons que même si on prend une position fortement innéiste, donc on présume que l'enfant a effectivement à sa disposition dès la naissance une grammaire universelle avec les catégories, les règles, les principes, les paramètres, tout ce qu'on veut. Et si on présume le contraire, donc c'est-à-dire une position plutôt empirique, alors le problème devient encore plus important, enfin d'une ampleur encore plus grande. Ce qu'on a ici, c'est voilà un problème logique où en fait l'enfant qui est né a comme input, je ne sais pas si j'ai le pointer, en tout cas vous voyez, non c'est bon, la souris c'est bon, non c'est bon. Donc vous voyez en fait l'input à l'acquisition c'est la parole. Ou en fait, pour l'enfant sourd, la langue des signes, donc un input visuel. Tout ce que je dis, je vais faire à chaque fois systématiquement référence à la parole et l'enfant entendant, mais en réalité, ça tient aussi, ça vaut pour l'enfant sourd et la langue des signes. D'accord ? Donc en fait, il y a une analogie à faire. Mais enfin, moi, je travaille avec des enfants entendants, donc du coup, je vais parler de ça. Mais en réalité, il n'y a pas d'exclusivité de cette modalité. Ça vaut aussi pour l'autre situation, donc la modalité visuelle. Donc, on a un signal qui est physique, concret, continu, donc de cette nature. Mais ce que l'enfant développe, donc la représentation du langage est d'une nature tout à fait différente. Il s'agit de quelque chose d'abstrait, mental, discret, avec des catégories, des unités, etc., etc. Donc, même si on présume que les éléments pour développer cette grammaire universelle sont déjà innés, il y a quand même un problème de mise en correspondance. Donc, comment à partir d'un signal comme ça, de cette nature-là, l'enfant arrive à développer quelque chose qui est de cette autre nature. C'est-à-dire, comment on va trouver nos catégories, nos règles, même quand elles sont innées, dans un signal qui est de cette autre nature. Donc, d'accord, l'enfant a à sa disposition la notion du sujet, du verbe, les règles, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on vient d'évoquer. Donc l'hiérarchie, la C-commande, tout ça. Mais comment il ou elle va pouvoir aller chercher dans le signal physique les équivalents de toutes ces catégories, toutes ces règles abstraites. D'accord ? Donc c'est ça la question fondamentale de l'acquisition très précoce
du langage. Parce que, comme vous avez entendu le professeur Izzi, quand les enfants ont déjà 3 ans, 4 ans, etc., on peut éliciter des productions, on peut regarder leurs productions. Il s'agit déjà d'un système d'enfants qui ont déjà pu rentrer dans le langage, et donc à l'intérieur de ça, mais la question c'est comment on y rentre pour commencer, d'accord? Donc du coup, quand on a quelqu'un comme ça, donc un tout petit, qui n'a encore pas de production, d'accord? Comment ils font pour décoder, si vous voulez, déchiffrer ce signal physique? Et donc l'hypothèse, ou disons le cadre théorique qui a été proposé, et dans lequel je travaille, et donc j'essaie de vous présenter en fait des travaux empiriques pour démontrer l'utilité et donc pour confirmer en fait cette hypothèse, c'est l'hypothèse de l'initiation phonologique, ou pour utiliser la terminologie anglo-saxonne, bootstrapping, phonological bootstrapping. L'idée étant que, comme on vient d'évoquer, l'enfant a à sa disposition le signal physique, acoustique ou visuel, mais reste que c'est un signal physique. Et donc, il doit utiliser ça pour lier ce signal physique à un système de grammaire, admettons universel, inné, etc. Donc, il va falloir trouver la correspondance. Une idée qui a été proposée, c'est qu'en réalité, dans ce signal, il existe en fait des corrélations entre les caractéristiques physiques, donc acoustiques ou visuelles, de ce signal et certaines structures, certaines catégories abstraites, donc grammaticales ou lexicales, du langage. Et ça, on va voir des exemples. Donc là, c'est juste la logique générale. Et donc, la stratégie ou le mécanisme de l'initiation phonologique, c'est qu'en fait, l'enfant est capable d'exploiter ces correspondances pour arriver, depuis le signal physique, à un système abstrait mental. D'accord? Et donc, en fait, effectivement, notre travail consiste à définir, à trouver ces correspondances et démontrer que l'enfant est tout à fait capable de les exploiter, de les détecter, utiliser, etc., pour arriver à la grammaire de sa langue maternelle. Et donc, en fait, cette hypothèse a été testée à plusieurs reprises au niveau de la prosodie. Donc la prosodie est donc le niveau du langage qui est au-delà des segments. Donc les consonnes et les voyelles sont les segments, et donc tout ce qui est prosodie, c'est au-delà, donc les syllabes, les mots phonologiques, les phrases phonologiques, etc. Donc ici, vous voyez une schématisation. Il y a plusieurs théories, plusieurs modèles de la prosodie. C'est juste un exemple. Vous pouvez remplacer l'exemple avec, disons, un autre système. Peu importe. En réalité, ce qui est important, c'est que la prosodie s'organise de la même façon, enfin d'une façon analogique à la syntaxe, dans le sens où on a des unités, plusieurs niveaux et un système hiérarchique, donc d'enchâssement ou d'emboîtement entre les unités. Donc ici, vous voyez, l'exemple est en anglais, donc du coup, il y a des niveaux qui ne sont pas, par exemple, pertinents pour le français. Donc ici, vous voyez, par exemple, la syllabe, après le foot, le pied, qui en anglais est vraiment fondamental, tandis qu'il ne l'est pas en français, et ainsi de suite. Et vous voyez que les syllabes, par exemple, sont emboîtées dans les feet, et les feet vont créer des mots prosodiques, et ainsi de suite. Donc on a un système hiérarchique avec des niveaux et des unités de différentes tailles, et qui sont hiérarchiquement emboîtés. L'intérêt de ça, pour l'acquisition du langage, c'est qu'il y a une correspondance, pas parfaite, et ça c'est important, mais une correspondance qui reste entre, disons, la structure prosodique et la syntaxe. Donc ici, si vous regardez, on a au niveau prosodique 2 phrases, et ces deux phrases-là correspondent plus ou moins aux 2 phrases
disons, syntaxiques qu'on peut retrouver dans la structure de cette enfin, quand je dis phrase, c'est le phrase en anglais, donc c'est syntagme dans ce sens-là, de la phrase originale, donc My brother likes bananas, donc on voit une sorte d'organisation en prosodie qui se retrouve après en syntaxe, donc le sujet et disons que le syntagme verbal. Et donc du coup, en quelque sorte, la prosodie, et là, c'est important, la prosodie est perceptible. Donc, c'est ce qui est dans le signal, d'accord? Donc, l'intérêt de la prosodie, c'est que vraiment, c'est là dans le signal. Donc, c'est vraiment, ça constitue un indice que les enfants peuvent utiliser, justement, dans cette logique de l'initiation phonologique. Et donc, du coup, on a une organisation prosodique, donc perceptible, auditive, dans le signal, qui après correspond à l'organisation syntaxique que l'enfant doit découvrir. Donc, du coup, c'est l'intérêt de la prosodie. Donc, du coup, une question qui s'est posée, en tout cas pour l'adulte, dans un premier temps, c'était quels sont les mécanismes neuronaux qui nous permettent de traiter la prosodie. Pourquoi ? Pourquoi c'est une question intéressante? C'est une question parce qu'en réalité, derrière, il y a une difficulté. Notamment, c'est de devoir traiter toutes ces unités de tailles différentes et de niveaux différents en même temps. C'est-à-dire que quand vous entendez cette phrase « My brother likes bananas » et je commence à produire le premier phonème « m », ça vous traitez comme un phonème, mais aussi comme le premier phonème de la première syllabe et aussi comme le premier phonème de la première syllabe du premier mot et comme le premier phonème de la première syllabe du premier mot de la première phrase, enfin du premier syntagme, et ainsi de suite. C'est-à-dire, on traite les niveaux tous en même temps. Mais rappelons-nous que le signal lui-même est linéaire. Il n'y a pas de niveau dans tout ce qu'on dit. Le flux sonore est un signal continu. Il n'y a pas d'indication de niveau. Donc, comment fait notre cerveau pour comprendre qu'il y a des niveaux et de les traiter en même temps? Dans la littérature, chez l'adulte, un modèle a été proposé il y a déjà un certain temps. Et maintenant, on a une dizaine d'années de recherche et de données empiriques. Donc, je pense que c'est vraiment, on va dire, un modèle qui est fiable et pour lequel on a beaucoup d'évidence empirique. Et donc, notamment, ce modèle propose un système d'oscillation emboîtée, hiérarchiquement organisé, qui nous permet de traiter les unités en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous regardez en fait donc le signal, donc le flux sonore, dans notre cerveau, il y a des oscillations à des fréquences bien précises qui nous permettent de traiter les unités de différentes tailles en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des oscillations lentes, par exemple la bande delta, entre 1 Hz et 3 Hz, qui nous permet de traiter les syntagmes phonologiques ou les grandes unités. D'accord? Les énoncés, les syntagmes phonologiques. C'est parce qu'en fait, la fréquence de cette bande, donc entre 1 et 3 Hz, correspond à peu près à la fréquence de ces unités, justement. D'accord? Après, nous avons la bande θ, donc entre 4 et 8 Hz, et ça correspond à l'unité de la syllabe. Donc justement, la fréquence de cette bande est la même que celle des syllabes. D'accord? Et donc, pour finir, pour terminer, la troisième bande qui a une certaine importance est celle de la bande gamma. Et là, il s'agit de 35 Hz et au-delà, donc c'est une fréquence rapide. Et justement, ça correspond à l'alternance, la séquentialité, la fréquence des phonèmes. D'accord? Et donc, en fait, ce que notre cerveau fait, c'est de traiter les unités différentes. Excusez-moi, quand vous parlez de ces oscillations, il s'agit d'oscillations de quoi? De neurones? De neurones, tout à fait. Donc, des ensembles de neurones. Et donc, en fait, chez l'adulte, on a des moyens de mesurer ça
de façon non invasive, donc en électroencéphalographie, et aussi dans certains cas, quand il s'agit d'une intervention chirurgicale, etc., aussi de façon invasive. Et donc, effectivement, il s'agit de... Et donc là, vous voyez un peu les différentes zones qui sont impliquées, etc. Donc, c'est vraiment des neurones, ou même des ensembles plutôt de neurones, qui produisent ces oscillations-là. Oui. Oui, on parle de l'aire de Broca, là, et donc c'est très, très intéressant. C'est de la neurolinguistique, ce que vous nous faites, c'est absolument passionnant, bien sûr. Mais ma première question, je dirais, c'est est-ce que les neurones de l'aire de Broca sont polyvalents ou est-ce que les groupes sont spécifiques et spécialisés dans chacune des bandes? Alors, disons que, en réalité, les mesures sont surtout faites dans le cortex auditif, pas tellement donc, en temporal et pas en frontal. Donc, c'est pas tellement Broca, il s'agit vraiment du traitement de la parole et pas de la grammaire. Après, pour nous, pour l'acquisition, il y aura une conséquence, une implication importante pour la grammaire, mais chez l'adulte, ça vaut aussi pour juste bêtement le traitement de la parole, donc en absence par exemple de compréhension. Donc quand on écoute une langue qu'on ne connaît pas. Donc là, tout ce que je dis, et en fait, ça a été retrouvé chez le singe aussi. Donc du coup, on a tendance à penser qu'il s'agit de quelque chose d'assez basique au niveau de l'évolution. Donc c'est une architecture, un système qui est en place dans le cortex auditif et qui a été peut-être recruté après pendant l'évolution pour le langage. Donc il ne s'agit pas forcément de compréhension ou de grammaire. On va voir après comment, avec ça, on va peut-être pouvoir partir sur la grammaire, et l'idée de l'initiation est justement ça. L'initialisation phonologique est justement ça, mais dans un premier temps, disons que là, ce que je présente, ce système est vrai même quand il n'y a pas de compréhension, donc pour une langue inconnue ou chez le singe. Donc l'idée, c'est que voilà, on a ces oscillations-là, peut-être même d'autres bandes, mais au moins ces trois bandes-là qui vont traiter les unités différentes en même temps. Et ce qui est important, là en fait l'ordre a été inversé, donc les oscillations lentes sont en haut, mais ce qui est très important pour nous, c'est qu'en fait il y a là aussi un système hiérarchique d'emboîtement, enchâssement des oscillations, et ça veut dire que la phase des oscillations lentes va déterminer l'amplitude des oscillations plus rapides. Les technicalités ne sont pas très importantes ici, mais l'idée, c'est que en fait, les oscillations sont liées. Et donc, c'est ça qui nous permet de reconstruire cette hiérarchie prosodique, donc cette idée, ce dont on avait parlé, qu'un phonème est en même temps un phonème, mais aussi le premier phonème d'une syllabe, et aussi le premier phonème d'un mot, etc., etc. Et donc, en fait, tout est lié de la même façon hiérarchique qu'en phonologie. D'accord ? Donc, ce qui nous intéresse, c'est le bébé. Donc, comment ça se passe dans le cerveau, dans la tête d'un bébé? Puisque, évidemment, l'adulte a énormément d'expérience avec la parole et le langage, donc qu'il puisse représenter des unités, ce n'est pas très surprenant, enfin, c'est déjà très, très intéressant en soi, mais disons qu'avec toute cette expérience et connaissances, etc., on peut très bien imaginer qu'un système aussi complexe puisse être en place, mais qu'en est-il du bébé qui n'a pas tout ce bagage linguistique? Est-ce que ce système est déjà en place à la naissance ou pas? Et donc justement, comme on vient d'évoquer le singe, en réalité, ce système, cette architecture a été retrouvée chez le singe, donc disons une espèce sans langage. Donc on peut très bien penser que peut-être même le bébé, donc sans expérience linguistique ou avec très peu d'expérience linguistique, peut avoir ce même système en place. Et donc là, il y a effectivement des conséquences pour notre théorie de l'évolution du langage, etc. Là, je ne rentre pas dans les détails, ça reste très intéressant. Mais du coup, ce n'est pas complètement impossible de penser que le bébé puisse avoir ce même système en place dès la naissance ou même avant. Pourquoi je dis ça? Je dis ça aussi parce qu'en réalité, justement tout simplement pour des raisons pratiques, souvent on teste des nouveau-nés. Donc les bébés sont nés, on les teste à la naissance. Mais en réalité, l'expérience avec le langage commence plus tôt. Puisque, en fait, l'audition est fonctionnelle, même déjà dans la vie intra-utérine.
donc à partir de la 24e, 28e semaine de la grossesse, selon les mesures qu'on prend, etc. Donc c'est-à-dire que le fœtus entend, et il entend plein de choses, il y a beaucoup de bruit, enfin, c'est un environnement étrange, on va dire. Il y a le battement cardiaque de la mère, les bruits de l'estomac, enfin plein de choses, mais il y a également la parole, surtout la voix de la mère. Donc en fait, il y a aussi un peu le bruit et donc ce qui est dit autour de la mère, mais il y a un filtrage, ça on va voir. Donc ce que le fœtus entend, c'est surtout ce que dit sa maman. Il y a c'est transmis comme un signal acoustique, mais également comme des vibrations. Donc il y a eu une très bonne transmission, malgré le fait que l'enfant soit dans un environnement complètement différent d'une autre. Et donc, cet environnement-là, les tissus maternels, etc., font écran. Donc le signal est complètement différent, mais n'empêche que le bébé a une certaine expérience avec la parole avant la naissance. Et juste pour vous montrer ce que ça donne, donc ça c'est la parole normale avec donc toutes ces bandes de fréquences. Et ça c'est une simulation de ce que ça peut être dans l'environnement intra-utérin. Et ce que vous voyez, c'est que en fait, les hautes fréquences sont filtrées. Donc si vous regardez les basses fréquences, ça ressemble au signal normal, tandis que les hautes fréquences sont absentes. Le résultat de tout ça, c'est que dans ce signal-là, on n'arrive pas à discriminer les phonèmes, puisque en fait, les hautes fréquences nous servent d'indice pour discriminer les différentes consonnes, voyelles, etc. Tout ça, il n'y a pas. Donc l'enfant n'entend pas les sons, les phonèmes individuels, mais ce qui est conservé, c'est la fréquence fondamentale de la voix de la mère, et donc du coup la prosodie. Et donc je vais vous montrer une simulation de ce que ça donne, et vous allez voir ce qui reste dans ce signal-là. Évidemment, vous n'avez rien compris. Et ça, c'est la chose principale. C'est-à-dire, l'enfant n'entend pas de mots. Mais ce qu'il entend, ou elle, c'est l'intonation, la rythmicité, donc la mélodie en général, disons, la rythmicité, ce qu'on appelle la prosodie, de la parole. Donc du coup, vous avez pu discriminer qu'il s'agissait de la voix d'une femme, par exemple. Donc on arrive à distinguer les hauteurs, donc la voix d'une femme, d'un homme, etc. Aussi la rythmicité, la rapidité, on part rapidement, lentement, etc. Donc c'est ce genre de stimulus que l'enfant entend prénatalement. Donc notamment la prosodie. Et c'est pour ça que la prosodie est tellement fondamentale, parce que non seulement après la naissance, c'est l'organisation principale du signal, mais c'est également la toute première expérience de l'enfant avec le langage. Et donc, j'ai un projet européen pour en fait pouvoir examiner, tester un peu une hypothèse particulière par rapport aux oscillations et l'expérience prénatale, notamment comme l'expérience prénatale consiste majoritairement en tout cas d'oscillations lentes, donc juste la prosodie, les hautes fréquences, donc les fréquences rapides sont supprimées, fait que déjà prénatalement, les oscillations lentes, donc notamment delta et theta, donc tout ce qui est prosodique, sont déjà ajustées à la rythmicité de la langue maternelle, tandis que les hautes fréquences, donc tout ce qui correspond à gamma, arrivent qu'après la naissance, et donc c'est cette chronologie, d'abord une expérience réduite, filtrée, donc avec que les fréquences lentes, et après une expérience complète, donc avec les hautes fréquences, qui va créer l'emboîtement, le système hiérarchique entre les oscillations. Comment on va tester ça? Comme chez l'adulte, on va faire de l'EEG, donc l'électroencéphalographie,
avec des bébés. C'est très facile, c'est bien toléré, donc pas particulièrement difficile au niveau technique, on va dire. Après, évidemment, le bébé est toujours un participant un peu plus difficile que l'adulte, mais bon. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est vraiment un vrai participant, un bébé qu'on a testé à la naissance. Et quand je dis à la naissance, c'est vraiment à l'hôpital, donc 1, 2, 3 jours de vie. Donc, c'est vraiment des frais, des tout frais, des nouveaux. Et puis, on les a suivis. Et donc, on a un groupe de bébés de 6 mois. Donc, ça, c'est vraiment le même enfant, le même participant à la naissance et à 6 mois qu'on a testé parce qu'on a une hypothèse sur l'expérience prénatale. Et donc, du coup, on teste les nouveau-nés. Et on a aussi l'hypothèse sur l'expérience postnatale. Et donc, du coup, on teste des bébés de 6 mois. Et sans rentrer dans les détails de l'EEG, on mesure sur des sites, des positions tout à fait classiques où on enregistre en général les effets du traitement auditif langagier. Donc rien de spécial. Si vous connaissez un peu la technique, vous voyez qu'il s'agit d'un bonnet, d'un montage de basse densité, donc on a peu d'électrodes et c'est tout simplement parce que sur une petite tête et pour ne pas déranger l'enfant, on n'arrive pas à en mettre plus. Donc ça, c'est juste une limitation technique qu'on a quand on travaille avec des tout petits. Et donc, ce qu'on a testé, c'était assez simple, c'est juste leur réaction à des phrases, à des stimuli linguistiques. Tout d'abord, la langue maternelle. Donc ces bébés-là ont été testés ici à Paris. Et donc leur langue maternelle est le français dans le sens où leur mère a parlé uniquement le français pendant la grossesse. Donc on a demandé aux parents, évidemment, enfin on a un questionnaire, et donc la maman répond au niveau pour son usage des langues différentes, etc. Et donc on a testé que des nouveau-nés qui ont entendu du français avant la naissance. Donc quand je dis la langue maternelle d'un nouveau-né, ça ne veut pas dire que c'est une langue que le nouveau-né connaît, mais c'est la langue qu'il a entendue avant la naissance. D'accord? Et donc, en fait, là, vous allez voir, c'est une phrase banale et très simple, dans un style... donc, il y a un registre qui est spécifique qu'on utilise quand on adresse la parole à un enfant. En français, c'est moins marqué, en anglais, surtout américain, vous allez voir, c'est une intonation vraiment très, très particulière. Et donc, on a utilisé ça. Et donc, on a pris des phrases dans des petites histoires pour enfants. Donc, quelque chose de ludique et sympathique, des phrases complexes, etc. Donc, tout est naturel. Il n'y a pas de manipulation des stimuli. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, je vous fais écouter l'exemple en français. Les ours habitaient tous ensemble dans une maison. Donc, vous avez entendu. Et puis après, justement pour pouvoir tester l'expérience prénatale, donc, qui est le français, on voulait contraster ça à 2 langues inconnues. Et donc, une des deux, c'est l'espagnol, l'autre, c'est l'anglais. Pourquoi ces 2 langues-là? C'est parce qu'en fait, justement, les travaux de Jacques Meller, Franck Ramu, Thierry Nazy, faits dans les années 90 ici à Paris, ont montré que, en tout cas, dans leur comportement, les nouveau-nés sont déjà capables de distinguer certaines langues, en particulier les langues rythmiquement différentes. Donc, le français et l'anglais sont des langues rythmiquement différentes, et à la naissance, les nouveau-nés sont déjà capables de les distinguer. Tandis que ce n'est pas le cas pour les langues rythmiquement similaires, donc notamment l'espagnol et le français. Et donc, du coup, quelque part, on se disait, bon, s'il y a une expérience prénatale, et donc le français peut être quelque part déjà spécifique, mieux traité, etc. Mais au moins, pour voir l'effet vraiment de chaque langue, on sait qu'on devrait pouvoir trouver une réponse qui distingue, donc cette fois-ci au niveau neuronal, le français et l'anglais. Et par contre, l'espagnol, on ne savait pas trop dans le sens où, dans le comportement, les bébés, les nouveau-nés ne distinguent pas l'espagnol et le français, mais si, peut-être dans le signal neuronal, on trouve déjà des signes, et surtout, si l'expérience prénatale est tellement importante, alors le français va émerger comme déjà spécial, ou peut-être pas, et dans ce cas-là, l'espagnol et le français sont traités de la même manière, enfin d'une manière similaire. Donc en fait, voilà, c'est ça, donc une distinction sûre, qu'on espérait retrouver entre l'anglais d'une part et le français, peut-être l'espagnol d'autre part.
Et donc, vous voyez, en fait, c'est des traductions, donc ça va être à peu près la même phrase en anglais. The bears lived all together in a beautiful house. Et l'espagnol. Los osos vivían juntos en una casa. Et donc, tout simplement, les bébés ont entendu des répétitions d'une même phrase, mais entre bébés, c'était à chaque fois des phrases différentes. Comme ça, on pouvait généraliser nos résultats au-delà de la seule phrase qu'ils ont entendue. Et donc, on a tout simplement mesuré leur réponse neuronale. Voici les résultats. Donc, je ne sais pas à quel point vous connaissez la technique de l'EEG. Donc, déjà, tout d'abord, ce qu'on voit, c'est que, en fait, disons que c'est une réponse EEG tout à fait classique, dans le sens où, et je vous explique comment lire les graphiques là. Donc ici, en bas, on a le temps, donc c'est la durée d'une phrase, donc à peu près 2 secondes. Et ce qu'on a ici, c'est les bandes de fréquence, et c'est les couleurs qui vont nous indiquer l'amplitude, la puissance de la réponse. Donc plus c'est rouge, plus la réponse est forte. D'accord ? Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie dans les basses fréquences, qui est tout à fait typique de l'EEG humain en général, chez l'adulte, chez l'enfant, etc. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Mais évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la différence entre les langues. Donc, on va maintenant décomposer ça en bandes de fréquences qui nous intéressent, et puis je vais vous montrer les réponses selon les langues dans chaque bande séparément. Donc, rappelez-vous qu'on avait la bande delta, la plus lente, entre 1 et 3 Hz, θ entre 4 et 8. Ces deux-là, selon nos prédictions, sont déjà ajustés un peu à la rythmicité de la langue maternelle, donc prénatale, et gamma, qui est rapide et pour laquelle l'enfant n'a pas d'expérience prénatale. Et donc, du coup, ce qu'on a trouvé, donc, pour la bande delta, vous voyez effectivement qu'il y a une différence entre d'une part le français et l'espagnol, et d'autre part l'anglais. Donc notamment, il y a beaucoup plus d'énergie à 2 et 3 Hz pour le français et un peu l'espagnol aussi, par rapport à l'anglais, où il y a moins d'énergie. Donc là, vous voyez un peu, les couleurs sont différentes, il y a plus de rouge ici que pour l'anglais. Et on trouve ça à plusieurs canaux, donc plusieurs électrodes. Donc c'est exactement ce qu'on avait prédit. Il y a une différenciation d'une part de l'anglais et d'autre part les deux autres langues. Évidemment, ces résultats vont aussi dans le sens de ce qu'on avait prédit, c'est-à-dire qu'il y a une réponse plus forte pour la langue maternelle, donc on est content, mais évidemment, ces résultats-là ne nous permettent pas encore de conclure qu'il s'agit de l'expérience prénatale, parce qu'en fait, on peut avoir une telle réponse juste en fonction des caractéristiques, on va dire, acoustiques des langues. Donc, en fait, il nous faut un groupe de contrôle, si vous voulez, donc des bébés qui sont prénatalement exposés à l'anglais. Si ces bébés-là montrent cette même réponse, alors c'est quelque chose du français et de l'espagnol, de la phonologie de ces langues-là, qui font que le traitement est plus important, enfin, il y a plus d'amplitude pour ces deux langues-là par rapport à l'anglais. Si, par contre, dans le groupe de bébés anglophones, on trouve une réponse plus forte à l'anglais par rapport au français et l'espagnol, bah là, on a on a des preuves très fortes pour dire qu'effectivement, c'est l'expérience prénatale qui va moduler la réponse. On est en collaboration avec Janet Worker à Vancouver pour tester ces bébés-là, mais le Covid est arrivé, les hôpitaux sont fermés, etc. Donc, on va voir. Donc, c'est à suivre. On espère quand même pouvoir tester ces bébés-là d'ici 1 an, quelques mois, enfin, on va voir. θ, donc l'autre bande de fréquence lente, donc prosodique, on trouve à peu près la même chose. Donc il y a beaucoup plus d'énergie pour le français et l'espagnol que pour l'anglais. Donc encore une fois, les prédictions du coup sont confirmées et reste à voir si les bébés anglophones font la même chose ou c'est une réponse inversée. Et je ne vous montre pas parce qu'en gamma, on n'a pas trouvé de différence entre les langues. Et là aussi, ces résultats-là vont dans le sens de ce qu'on avait prédit, c'est-à-dire que pour les hautes fréquences, donc absentes du signal prénatal, les bébés n'ont pas encore de réponse spécifique à leur langue maternelle. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on trouve en gamma, il n'y a pas de différence. Donc, les nouveau-nés, les prédictions ont été confirmées, même si il faut vraiment avoir ce groupe de contrôle pour l'expérience prénatale.
Qu'est-ce qu'on trouve au bout de 6 mois d'expérience postnatale? Donc, voici les résultats des bébés de 6 mois. Le groupe n'est pas encore complet. Là aussi, évidemment, avec le Covid, on a dû arrêter les passations. Et donc, du coup, ça veut dire que comme c'était en longitudinal, on a perdu pas mal de participants. Donc, on va retester certains bébés qui n'ont pas été inclus au départ, etc. Enfin, il y a une complexité, disons, méthodologique derrière. Donc là, ce groupe-là, il y a moins de bébés et nous sommes encore en train de tester d'autres participants. Donc, ces résultats-là ne sont pas complètement définitif, mais le groupe est déjà suffisamment grand, donc on a une vingtaine, 25 bébés à peu près, donc je ne pense pas que ça change énormément, mais bon, enfin, sachez que ce n'est pas encore définitif. Déjà, en fait, ce qu'on trouve de façon globale, donc vous voyez un peu le spectrogramme comme avant. C'est encore une fois un EEG tout à fait classique, mais il y a des différences qui se voient déjà, notamment beaucoup plus d'énergie en gamma, en haute fréquence. Et c'est exactement à quoi on s'attend, puisque justement, la prédiction, c'était gamma, les hautes fréquences, commencent à être ajustées à la langue maternelle, enfin boostées par la langue maternelle après la naissance, puisque dans le signal prénatal, il n'y a pas de haute fréquence. Donc, c'est très bien pour nous. Et en fait, statistiquement, ce qu'on trouve, même si visuellement, donc, on voit très bien la distinction entre l'anglais pour lequel il y a pratiquement pas de réponse en gamma, et le français et l'espagnol d'autre part, où il y a beaucoup plus de gamma. Et heureusement pour nous, enfin, dans le sens de nos prédictions, statistiquement, pour le français, on a une réponse encore plus forte en gamma que pour l'espagnol. Donc ça confirme notre hypothèse qu'effectivement, au bout de 6 mois d'expérience, et là on sait dans le comportement qu'au bout de 3-4 mois, les bébés sont capables de discriminer des langues rythmiquement similaires cette fois-ci, donc à la naissance, déjà les langues rythmiquement différentes, mais au bout de quelques mois d'expérience, même les langues rythmiquement similaires, et donc ils reconnaissent leur langue maternelle, et c'est exactement ce qu'on trouve en gamma, donc la fréquence qui est, disons, la nouveauté du signal postnatal. Donc ça confirme ça. Et on a également observé quelque chose à quoi on ne s'attendait pas du tout. Vous voyez, en fait, une bande bleue très très forte un peu partout. On ne s'attendait pas à ça. Dans le G de l'adulte, il n'y a pas ça. Donc, au départ, on ne savait pas trop ce que c'était. Mais c'est une suppression de la bande θ. Il n'y a pas de doute, c'est visible à l'œil nu. Statistiquement, ça sort comme très très significatif. Il est là. Bon. Alors, pour l'instant, on n'a que des interprétations et nous sommes en train de recruter des bébés plus grands pour confirmer notre hypothèse. Mais l'hypothèse que nous avons, c'est qu'en réalité, ça correspond à un changement développemental, notamment du niveau de représentation de la parole. À la naissance, comme on avait dit, c'est la prosodie qui est le principe d'organisation. C'est l'expérience prénatale, le langage en tant que signal est organisé selon ses grandes unités, etc. Et donc c'est ça que le nouveau-né utilise pour représenter la parole dans un premier temps. Mais à 6 mois, les bébés commencent à apprendre les premiers mots, un peu la grammaire, etc. Donc là, le phonème, qui est donc l'unité distinctive justement des mots, donc c'est un seul phonème qui peut changer le sens d'un mot. Donc il s'agit de 2 mots quand il y a une différence d'au moins un phonème. Du coup, le phonème devient l'unité la plus importante pour le bébé à ce stade-là. Et donc, du coup, notre hypothèse, c'est que justement cette suppression de θ correspond à une suppression de la syllabe comme unité représentationnelle pour favoriser l'autre unité, le phonème, donc les hautes fréquences. Et donc, nous sommes en train de recruter des bébés, tester des bébés de 18 mois et 24 mois, parce que, comme je viens d'évoquer, l'apprentissage des mots et de la grammaire commence vers 6 mois, et vraiment les bébés, les mécanismes l'explosion du vocabulaire, on observe vers 18 mois, donc vers la fin de la deuxième année de la vie, donc 24 mois, les bébés sont déjà, évidemment, ils ont encore un vocabulaire relativement réduit par rapport à l'adulte, mais tous les mécanismes cognitifs et linguistiques qui sont nécessaires
pour l'apprentissage des mots sont déjà en place, ils sont très compétents pour apprendre des mots. Donc on pense que cette suppression de θ va disparaître à cet âge-là, enfin vers cet âge-là, parce qu'en fait leurs ressources cognitives ne sont plus tellement limitées, ils n'ont pas besoin de supprimer un niveau pour pouvoir représenter l'autre niveau. Vers 18-24 mois, ils doivent être capables de traiter tous les niveaux en même temps. Donc on va tester ça, enfin on est en train de tester ça. Donc ce que je viens de vous expliquer, c'est que donc, les oscillations sont déjà présentes dès la naissance, et donc nos prédictions au niveau du rôle de l'expérience prénatale et postnatale ont été confirmées pour l'instant. Donc les basses fréquences sont déjà amplifiées, ajustées par l'expérience prénatale, et vers 6 mois, on voit l'émergence des hautes fréquences. Et donc cette suppression de θ inattendue qui demande donc une explication dans l'avenir. Pour l'acquisition, donc tout ça, comme on vient d'évoquer, est juste le traitement de la parole. Mais comment on va d'ici à la grammaire? Chez l'adulte, il n'y a pas ce passage peut être automatique ou absent, peu importe, parce que l'adulte a déjà une grammaire. Mais comme on a dit au départ, le bébé n'a que ça pour après pouvoir apprendre la grammaire. Donc il y a un passage obligatoire. Et donc comme on a vu, la prosodie, toutes ces unités-là qui sont donc traitées par les oscillations, quelque part assure le passage vers la syntaxe, la grammaire, etc. Et donc, dans cette deuxième partie de ma présentation, je voulais vous convaincre, enfin vous présenter un peu justement l'idée de comment la prosodie peut permettre au bébé de passer à l'acte, donc c'est-à-dire commencer l'apprentissage non seulement de la sonorité, donc la parole, mais aussi de la grammaire, du langage abstrait. Donc là, on va vraiment changer de vitesse, si vous voulez, mais après, on va revenir vers notre idée de représentation prosodique. L'ordre des mots. Donc, comme le professeur Rizzi avait déjà évoqué, disons qu'un des défis, disons, fondamentaux du bébé, pour pouvoir commencer à combiner les mots, c'est de déterminer l'ordre des mots. Donc, dès qu'on produit 2 mots, plus d'un, comme le langage est linéaire, on doit déterminer l'ordre. On dit verbe-objet ou objet-verbe. Et donc, effectivement, comme on avait vu, c'est un paramétrage, on va dire, c'est une variation paramétrique entre les langues. Les 2 possibilités sont logiquement possibles, et effectivement, il y a des langues qui choisissent une, et d'autres langues qui choisissent l'autre possibilité. Et donc, juste quelques exemples. Donc, le japonais, le turc, le basque, etc., plein de langues choisissent l'ordre objet-verbe, comme vous indique l'exemple en japonais. Donc, pomme, manger. Et donc, l'intérêt de tout ça, c'est qu'en fait, il y a une corrélation entre l'ordre du verbe et de l'objet, avec d'autres phénomènes d'ordre des mots. Forcément, si on prend une position plutôt générativiste chomskienne, c'est un réglage de paramètres, il y a tout un système derrière, donc ce n'est pas juste du hasard. Mais même si on prend une position juste, on va dire, descriptive, si ça existe, enfin empirique, bah, tout simplement, il y a une corrélation entre certains phénomènes au niveau de l'ordre des mots. Et donc, tout simplement, si l'enfant arrive à déterminer l'ordre de 2 éléments, ça a comme conséquence, enfin, ça donne automatiquement l'ordre d'autres éléments aussi. Et donc, en particulier, la direction, la position des mots de fonction. Et donc, vous voyez ici que, donc, en japonais, on est objet-verbe, tandis qu'en italien, on est verbe-objet, en français aussi, évidemment, ou en anglais, etc. Et donc, c'est image miroir. Et on a la même chose pour les mots de fonction. Donc, en japonais, on est mot de contenu suivi par le mot de fonction, donc Tokyo 2, tandis qu'en italien, en français, en anglais, on a l'inverse, mot de fonction suivi par le mot de contenu, donc sur la table, à Tokyo, etc. Bon, pourquoi c'est important? Les mots de fonction, ils sont importants parce qu'ils sont très, très fréquents. Donc, tous ces petits mots-là, enfin, quand on apprend une langue étrangère, c'est ces mots-là qui nous donnent le plus de difficultés, des mots de tête, enfin, comment on met tous ces petits mots-là.
Mais donc, ces mots-là sont difficiles en quelque sorte, mais ils sont très, très, très fréquents. Donc, ce qu'on avait fait, c'est de prendre justement le corpus Childes, ce dont avait déjà parlé Luigi, et donc si tout bêtement, donc sans aucune connaissance grammaticale, on regarde, on prend les 10 mots ou les 20 mots les plus fréquents, on va retrouver les mots de fonction. Et donc, si on arrive à déterminer la position de ces mots de fonction, en tout cas au moins en début de phrase ou en fin de phrase, et donc on sait que le début et la fin d'un énoncé, d'une phrase est quelque chose qui est accessible à l'enfant puisqu'il y a du silence ou d'autres marqueurs prosodiques. Donc si on regarde où se trouvent les mots les plus fréquents en japonais ou en italien, on va trouver un pattern, enfin un système qui nous donne après l'ordre des mots. Donc notamment, en japonais, les mots les plus fréquents se trouvent systématiquement toujours en position finale, à la fin des phrases. Et donc là, si on présume aucune connaissance linguistique, juste, tout bêtement, les 10 mots les plus fréquents, où sont-ils? En position finale en japonais et en position initiale en italien. D'accord? Donc tout bêtement, si on utilise la fréquence, et on sait très bien que les animaux, les bébés, etc., nous sommes très doués pour retrouver des choses, enfin la fréquence de repérer les choses fréquentes, on peut utiliser ça comme indice. Évidemment, il faut démontrer après que effectivement les bébés utilisent ça pour l'acquisition de leur langue maternelle. Donc on a créé ce qui s'appelle une grammaire artificielle. La grammaire artificielle, c'est juste l'idée de créer des stimuli linguistiques complètement contrôlés, donc une mini-grammaire qu'on manipule, qu'on contrôle complètement, et qui ont que les caractéristiques qu'on veut. Donc ici en particulier, ce qu'on avait créé, c'est une langue artificielle qui consiste en une alternance stricte de mots fréquents et de mots infréquents. Donc je vous explique la structure et puis vous allez voir. Donc du coup, nous avons 4 catégories. Catégorie A, X, B, Y. Et donc, vous voyez une alternance A, X, B, Y, A, X, B, Y, A, X, B. Donc ça, c'est facile. Au niveau des catégories, les 4 catégories ont la même fréquence. Mais, et donc ça, c'est la manipulation principale, les 2 catégories A et B ont un seul élément dedans. Donc A est toujours réalisé dans le flux comme la syllabe gai. Tandis que B est toujours réalisé comme la syllabe phi. D'accord? Tandis que les catégories X et Y sont réalisées, enfin là-dedans, nous avons 9 mots différents. Donc, au niveau des mots individuels, un mot X ou un mot Y est 9 fois moins fréquent que les syllabes gai et phi. Donc, si vous regardez ici, nous avons, après gai, nous avons donc faux, une fois, après nous avons des, pas, etc., etc. Donc ces syllabes-là sont beaucoup plus variables, tandis que gai et phi sont fixes, c'est des constants si vous voulez. D'accord? Et donc, on présente ce flux sonore pendant 4 minutes, vous allez entendre, c'est extrêmement ennuyeux, mais bon, les bébés ne peuvent pas, enfin, ils râlent pas trop. Ils apprennent, on va dire, cette langue artificielle pendant 4 minutes. Et la manipulation principale, c'est que, au départ, l'intensité est modulée, enfin, ça augmente graduellement, qui fait qu'on ne sait jamais quelle était la première syllabe. Donc, il n'y a pas d'information de phase. Du coup, en fait, la structure est ambiguë entre 2 organisations potentielles. Une organisation, c'est, on commence par un mot fréquent, donc gai, par exemple, donc gai, faux, phi, bou, et on va jusqu'à l'autre occurrence, l'occurrence prochaine de cette même syllabe. Donc, on a gai, faux, phi, bou, bon, ça c'est une unité, et on recommence. Donc, si vous voulez, en termes des catégories, A, X, B, Y, A, X, B, Y, A, X, B, Y. Ça, c'est une possibilité. Donc, ce sera plutôt comme l'italien, parce que l'élément fréquent est en début d'unité. Mais l'autre possibilité existe aussi. Donc, on peut faire XB, YA. XB, YA. XB, YA. Et ça, c'est plutôt l'organisation à la japonaise, puisque l'élément fréquent est à la fin. Les deux sont possibles. Et on ne donne aucun indice à l'enfant
pour organiser cette suite, ce flux sonore. Je vous fais écouter, vous allez entendre en fait cette rythmicité, cette alternance, cette répétition de syllabes. Voilà, donc imaginez ça pendant 4 minutes. Ouais. Mais donc, vous avez sûrement déjà détecté un peu la structure. Ça saute aux yeux, enfin, aux oreilles, je dirais. Et donc, la question, c'est tout simplement, est-ce que les bébés préfèrent une organisation à l'italienne, donc éléments fréquents en début d'unité, ou une organisation à la japonaise, donc éléments fréquents à la fin? Et donc, on en a plusieurs. Donc, il y a plusieurs éléments, on va dire, enfin, des séquences italiennes ou des séquences japonaises. Et donc, on fait écouter ça aux enfants après les 4 minutes. Et donc là, c'est déjà segmenté. Donc, le flux est continu. Mais là, ici, on prend ces séquences-là. Et donc, on veut savoir si le bébé pense que ça, c'est la bonne organisation de cette langue ou c'est plutôt l'inverse. Donc, comme je vous ai déjà dit, il n'y a aucune indication. Donc là, la familiarisation est complètement ambiguë. La structure est complètement ambiguë. Et surtout, les séquences de tests se retrouvent toutes dans le flux de la familiarisation. Donc, il n'y a pas de nouveauté. Tout était déjà là. Donc, il n'y a pas de différence de nouveauté. Toutes les séquences sont déjà connues, familières, parce qu'elles se retrouvaient déjà dans la familiarisation. Et donc, la seule chose, c'est vraiment les connaissances, les préférences du bébé qui va déterminer. Et puis, forcément, ce qu'on va tester, c'est un groupe de bébés italiens et un groupe de bébés japonais. Et donc, du coup, on les teste avec les mêmes stimuli, tout est identique. La seule chose qui différencie les deux groupes, c'est leur connaissance préalable de leur langue maternelle. D'accord ? Donc, dans la manip, dans l'étude en soi, il n'y a pas de différence. Mais c'est les bébés qui sont différents. D'accord ? Et donc, on teste ça avec une méthode qui s'appelle le regard préférentiel ou l'orientation de la tête. L'idée, c'est que en fait, les bébés vont s'orienter vers la source d'un son qui les intéresse. Et donc, en fait, on va présenter les sons des deux côtés d'une box de test. Et vous voyez ici, il y a un stimulus visuel, donc notamment une petite lampe qui va clignoter, qui est associée au son. Et on va tout simplement mesurer le temps de regard du bébé à la lumière quand le son est présenté. Donc, c'est ce qu'on mesure, c'est le temps de regard, donc l'attention, l'intérêt, la préférence du bébé pour soit les séquences qui sont plutôt comme le japonais ou les séquences qui sont plutôt comme l'italien, donc éléments fréquents en position initiale, italien, ou en position finale, japonais. Et donc ça, c'est un petit participant, un vrai participant du groupe japonais, testé au laboratoire de Reiko Mazuka à côté de Tokyo. Et donc ça, pour vous illustrer comment ça marche, donc vous allez voir la réaction du bébé. Parce que quand on fait de l'EEG, il y a le cerveau, ça paraît très scientifique. Et puis quand je présente ça, des gens disent le regard d'un bébé, vous allez voir que ils peuvent exprimer leur choix par le regard. Donc, il y a le stimulus qui se présente. Vous voyez la lumière qui clignote et le bébé qui est clairement, nettement orienté vers le stimulus. Il semble que c'est un stimulus qu'il aime bien. Très bien. Hop. Et maintenant, un autre stimulus. Alors là, pas du tout. Évidemment, j'ai choisi le bébé exprès pour que ça... Mais pour vous dire, effectivement, ça arrive. C'est-à-dire, vraiment, ils expriment leur choix. D'accord ? Et donc, voyons donc les résultats. Donc, ici, on a les bébés japonais, les bébés italiens, c'est les temps de regard. Et donc, notre comparaison d'intérêt, c'est le temps de regard pour les séquences avec l'élément fréquent en position finale, donc comme le japonais, donc en gris clair, et puis en gris foncé, on a le regard, le temps de regard pour la séquence avec l'élément fréquent en position
initiale comme l'italien. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les bébés ont un choix opposé, une préférence opposée, et cette préférence suit l'ordre typique de leur langue maternelle. Donc, les bébés japonais préfèrent écouter les stimuli avec l'élément fréquent à la fin, les bébés italiens préfèrent l'ordre inverse. Et je vous rappelle, les stimuli étaient identiques, tout était identique, et pourtant les bébés ont un comportement complètement opposé. Donc la seule explication, c'est qu'en fait, c'est eux-mêmes qui sont différents, ils ont déjà une représentation, et ces bébés-là ont 8 mois. D'accord? Donc, c'est des bébés pré-lexicaux, ils ne produisent pas de paroles, de langage, etc. Tout est dans la perception, mais ils ont déjà une représentation de l'ordre des mots. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est bilingue entre l'italien et le japonais, par exemple? Donc, dans l'input qu'on entend, là, il y a des séquences avec l'élément fréquent à la fin et aussi en position initiale. Et là, on retrouve notre prosodie comme indice. Sans rentrer vraiment trop dans l'analyse prosodique de ces langues-là, il y a une corrélation. Donc, vous vous rappelez, on avait parlé tout au départ de ce constat, de cette idée qu'entre le signal sonore et la grammaire, il y a des corrélations. Et notamment, c'est un cas très bien documenté, très classique. Donc, ce qu'on trouve, c'est que dans les langues avec un ordre comme le japonais, donc avec l'élément fréquent à la fin, la proéminence prosodique est marquée par un contraste de pitch, de hauteur. Donc, c'est toujours le mot de contenu qui est proéminent. Et donc, en japonais, ce mot de contenu se trouve en position initiale. Et donc là, la proéminence est initiale et elle est marquée par une hauteur plus élevée. D'accord? Tandis qu'en italien, et les langues qui fonctionnent comme l'italien, donc où le mot de contenu, donc l'élément infréquent est en position finale, donc c'est la position proéminente, la proéminence est marquée par une durée prolongée. D'accord? Donc c'est un contraste de durée plutôt que de hauteur. Et donc qu'est-ce que ça nous donne au niveau de l'acquisition? Et donc, ça a été vraiment mesuré, testé, etc. Donc, je vous montre que des petits schémas comme ça, mais en réalité, on a fait vraiment les mesures acoustiques nécessaires, etc. Qu'est-ce que ça nous donne pour le bébé? Pour le bébé, ça nous donne justement un mécanisme, une stratégie d'initialisation, parce que tout simplement, suffit d'être sensible à la dimension acoustique, le contraste qui porte la proéminence, et ça nous donne les deux ordres de mots. Donc, si on entend un contraste de hauteur, c'est le japonais. On est dans ce mode mot de fonction à la fin. Si on entend un contraste de durée, du coup, c'est mot de fonction en position initiale. D'accord? Donc, encore une fois, on a un mécanisme qui est aveugle, qui est bête et stupide. Comme les fréquences, on compte les mots fréquents, c'est bon. Là aussi, c'est perceptif à 100%, il ne faut pas forcément connaître la grammaire, on est juste hauteur ou durée. Et dès qu'on distingue ces deux choses-là, il y a des mécanismes perceptifs bien connus, bien documentés, des biais acoustiques qui font qu'on regroupe ces éléments-là avec une proéminence initiale et donc un contraste de hauteur de pitch, on groupe avec la proéminence initiale automatiquement au niveau perceptif, donc c'est un biais. Et quand il y a un contraste de durée, ça, on groupe avec la proéminence à la fin. Donc, encore une fois, quelque chose on va dire, de bas niveau, mais qui après nous donne, justement par cette corrélation-là, ça nous permet d'aller vers la grammaire. Donc, du coup, il fallait tester cette hypothèse. Donc, la question, c'est si les bébés sont capables d'exploiter cet indice prosodique de l'ordre des mots. Et donc là, cette fois-ci, ce qu'on avait fait, c'était un peu la logique inverse de la manip de tout à l'heure. Donc on avait toujours notre grammaire artificielle, mais cette fois-ci, on a désambiguisé la grammaire dans le sens où on a imposé la prosodie comme indice pour l'ordre des mots. Donc au niveau des fréquences, c'était toujours ambigu, mais on a superposé la prosodie, soit un contraste de hauteur, soit un contraste de durée sur le flux, et comme ça, on donnait un indice
au bébé pour dire regarde, va vers le japonais ou regarde, va vers l'italien. Et la question, c'était est-ce que les bébés sont sensibles à ces indices-là? Est-ce qu'ils vont choisir leur démo selon l'indice prosodique qu'on avait fourni? Et donc, je vous fais écouter. Donc, vous entendez la modulation. La durée est un peu plus subtile. Mais il y a une rythmicité et en fait, disons que la modulation a été définie par rapport à des mesures réelles qu'on avait fait avec le japonais, l'italien, etc. Donc tout ce que je montre en prosodie, j'illustre comme si c'était juste quelque chose de très simple, mais derrière, il y a des vraies mesures acoustiques. Et donc, encore une fois, notre question, c'était est-ce que les bébés vont préférer l'ordre mot fréquent en position initiale ou l'ordre mot fréquent en position finale? Donc, quelles sont les prédictions? La prédiction, c'est comme la prosodie ici donne un indice, un biais vers l'ordre japonais, donc mot fréquent en position finale, les bébés qui ont entendu cette prosodie-là, on prédit qu'ils choisissent l'ordre, disons, à la japonaise, tandis que ces bébés-là, donc contraste de durée, c'est un indice pour dire c'est l'italien, c'est l'ordre en mot fréquent en position initiale. Et donc là, cette fois-ci, on a testé des monolingues, mais là, ça, on n'en parle pas juste pour une question de temps. Et de toute façon, c'est des contrôles. Mais nos deux groupes expérimentaux, c'est des bébés bilingues entre une langue VO et une langue OV. Donc, comme si c'était des bilingues entre l'italien et le japonais. À l'occurrence, comme ça a été testé à Vancouver, la langue VO est toujours l'anglais, pas l'italien. Et puis la langue OV, tout ce qu'on a pu trouver, donc les langues issues de l'immigration, il y a le hindi, le turc, le farsi, etc. Donc toute une série de langues, pas une seule, n'empêche que c'est toujours des bilingues, donc entre ces deux types de langues. Et donc il y a un groupe qui a été familiarisé avec la prosodie, on va dire japonaise, et la prosodie, on va dire italienne. Qu'est-ce que ces bébés vont faire? Alors, encore une fois, là, rappelez-vous qu'on a donné un indice. Donc là, on a une forte prédiction pour dire il faut qu'ils choisissent l'ordre des mots qui va avec la prosodie. Et c'est ce qu'on trouve. Donc là aussi, ignorez un peu cette partie-là, les monolingues. Donc concentrons-nous sur les bilingues. Donc le groupe qui a eu la prosodie, on va dire, japonaise, a effectivement une préférence pour les unités, les séquences qui terminent en mots fréquents. Et l'autre groupe, donc le groupe familiarisés avec la prosodie de contraste de durée, donc à l'italienne, ont effectivement une préférence pour l'ordre avec le mot fréquent en position initiale. Donc du coup, on peut conclure que, effectivement, et c'est des bébés de 8 mois, donc ça reste des bébés, comme on avait dit, prélexicaux. Donc déjà avant la production, la prosodie permet aux bébés de 8 mois de déterminer l'ordre des mots dans des phrases, même quand ils sont bilingues, et donc du coup, ils ont à leur disposition déjà deux systèmes. Donc pour conclure, en fait, ce que j'espère pouvoir présenter, vous convaincre, c'est que en fait, dès la naissance, il y a le support neuronal nécessaire pour pouvoir représenter les unités phonologiques, notamment prosodiques, de la parole. Et ces représentations sont modulées par l'expérience prénatale et postnatale. Et il y a une correspondance, et c'est surtout ça qui va être pertinent pour l'acquisition de langage. Ces unités-là, cette architecture neuronale est, disons, faite pour que ça aide aussi, pour que ça soutienne l'acquisition de la grammaire, puisque les unités correspondent à des unités qui sont après pertinentes aussi pour l'acquisition de la grammaire. Donc, avant de terminer, je veux remercier mes collaborateurs et je vous remercie de votre attention.